C'est l'heure du sonneur. Et je suis très heureuse de retrouver Alexandre Langlois et Jessica Castelnau. Bonjour à tous les deux. Bonjour Clémence. Bonjour. Oh, je suis en retard. Oh là là, pas assez de café. Oui, c'est ça. Absolument. Mais venez chez nous, tous les deux. D'ailleurs, nous avons des beaux studios. Nous vous invitons à venir visiter nos nouveaux studios et prendre du délicieux café dans cette magnifique machine à café que nous avons ici, notamment pour servir nos invités. Je rappelle, Alexandre Langlois, votre dernier livre, Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie aux éditions Talma, et Régis, Une justice politique, et votre blog Vue du droit. Et je rappelle que vous êtes avocat à la cour et on a besoin de l'expertise d'un avocat d'ailleurs et d'analyse sur la justice politique, particulièrement encore une fois. On va commencer, si vous le voulez bien, avec l'affaire Boualem-Sansal. Ce gouvernement algérien, c'est celui qui multiplie les injures à l'égard de la France. Avant même que je commence, je crois qu'on n'avait pas encore parlé ensemble de l'affaire Boualem-Sansal et je suis évidemment très heureuse de pouvoir entendre votre analyse là-dessus. Je rappelle que le verdict du procès de Boualem-Sansal, qui est romancier franco-algérien, qui a été arrêté il y a 130 jours à Alger, et avec un parquet qui avait quand même requis une lourde peine de prison de 10 ans. Ce verdict sera rendu ce jeudi. Donc, affaire à suivre dans la journée. Et on sait qu'évidemment, tout ça sur fond de crise diplomatique avec Alger, un climat de tension au sein du gouvernement, avec quand même notamment Bruno Retailleau qui menace de démissionner si on ne se plie pas à ses desiderata sur ce sujet. Et puis beaucoup de députés qui s'appuient sur cette affaire pour faire pression sur le gouvernement. Je propose d'écouter, on va commencer par Gabriel Attal. Certains d'entre vous l'ont dit, c'est seulement maintenant que vous prenez en compte le sujet Boualem-Sansal. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Il parlait de l'Assemblée nationale dans son ensemble. Heureusement qu'on a été là pour porter le sujet. On est le groupe qui l'a fait. Voilà. Merci. Voilà, heureusement qu'ils ont été là pour porter le sujet, Gabriel Attal. Ensuite, on a Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe, qui dit que la France n'a pas cessé de vouloir un apaisement avec l'Algérie. Ça ne s'est pas forcément remarqué, mais bon, on l'écoute. La France n'a cessé de souhaiter un dialogue d'apaisement et de confiance avec l'Algérie. Mais l'apaisement et la confiance, ça ne se décrète pas de façon unilatérale. Ce n'est pas la France qui a fait le choix de détenir de façon arbitraire un écrivain franco-algérien. Ce n'est pas la France qui refuse de reprendre des ressortissants frappés d'obligation de quitter le territoire français après avoir menacé nos compatriotes, attaqué ou, dans les cas, comme on l'a vu, être à l'origine de drames comme celui de Mulhouse. Voilà, et puis pour finir, on a plus menaçant Hanan Mansouri, le UDR, le parti UDR, qui accuse la France de son incompétence et de son impuissance. On écoute. Tenir à sa libération. Bien sûr qu'il faut hausser le ton. Le problème avec ce gouvernement, et ça c'est sur toutes les thématiques, c'est qu'il n'y a pas de ligne claire. Il n'y a pas de ligne claire et la monnaie d'échange de l'incompétence de la France et de l'impuissance de la France, elle s'appelle aujourd'hui Boualem-Sansal et malheureusement c'est l'un de nos compatriotes. Donc évidemment qu'il y a une impuissance. Quand on dit que les relations sont compliquées entre la France et l'Algérie, moi je crois qu'en réalité elles sont très simples. C'est-à-dire que quand l'Algérie refuse de récupérer ses OQTF, la France dit OK, et quand l'Algérie emprisonne l'un de nos compatriotes, la France est impuissante aussi. Donc en réalité elles sont très simples, il faut hausser le ton. Le ministre de l'Intérieur dit riposte graduée, on va commencer à regarder sur les visas par exemple diplomatiques. La réalité c'est qu'on ne doit pas commencer à regarder s'il y a une possibilité ou pas, là on doit agir. On a l'un de nos compatriotes qui est emprisonné depuis des mois, la France est impuissante, je crois qu'il faut agir rapidement. Agir rapidement, c'est ce que demande l'UD. Bon, voilà, on a compris. Vous avez compris, Alexandre Langlois et Jessica Castelnau, qu'évidemment chacun tire cette affaire pour son parti politique et en sa faveur. Comment vous réagissez ? On va commencer par vous, Alexandre Langlois. On a des petits cris d'orfraie, des canards sans tête, une fois de plus, qui crient, qui font leur pub et qui font leur communication sur quelqu'un qui est réellement emprisonné. C'est-à-dire qu'ils ont fait des grandes prises de discours, ils ont fait un petit vote, une résolution, mais qui ne va rien résoudre du tout au final. Au final, ils se mettent juste en avant eux. Donc je trouve ça assez honteux. On dirait une bande de vautours autour d'un cadavre qui se disent, bon, avant qu'ils finissent de se faire bouffer, il faut qu'on puisse se faire mousser et dire que nous, on n'était pas pour que le vautour mange le cadavre. Mais bon, maintenant qu'il est au sol, on va y aller aussi. Ouais. Donc, je partagerai ce que dit l'UDR, mais l'UDR ne propose pas plus de pistes d'action. Donc, effectivement, la critique est très intéressante, mais derrière, il n'y a pas grand-chose à mettre en place non plus. Donc, voilà, donc ils ont tous parlé ensemble. Quand on voit Gérard Larcher, Yael Braun-Pivet et toute la clique et tout ce qu'on a vu aujourd'hui faire des grands discours larmoyants, on a envie de pleurer, mais au final, ils vont voter et qu'est-ce que ça va tenir l'Algérie de quelque chose ? Ils vont dire, l'Assemblée nationale a voté. Bon, on est content. L'Assemblée nationale française. Ouais. Bon,
Rien du tout. Bruno Retailleau, qui s'agite avec ses petits bras, fait rien du tout. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron va faire des câlins au président algérien. Parce que Emmanuel Macron aime bien les câlins, c'est sa méthode diplomatique, a priori. Mais au final, rien ne bouge et tout est bloqué dans tous les sens. On se fait humilier et notre classe politique juste participe au spectacle plutôt que d'être un acteur actif de la libération de cette personne. Avec quand même une petite chose aussi, c'est qu'il a été accusé par le régime algérien d'avoir parlé de certaines périodes de l'Algérie sur lesquelles il ne fallait pas parler. Mais en France, on n'a pas tellement de leçons à donner sur ça, parce que la France aussi n'est pas à l'aise et cache des choses sur le passé de la France-Algérie et poursuit des gens. Donc du coup, je veux dire, les motivations aussi sont peut-être, on est content qu'il soit là-bas aussi, parce qu'il y a des choses, on n'est pas à l'aise sur ce passé franco-algérien. Ok. Alors, Régis de Castelnau. Alors, bon, je vais d'abord prendre une précaution en disant que ce pauvre Boualem, qui est l'otage d'un conflit, n'a rien à faire en prison. Il n'a rien à faire en prison parce que c'est ce qu'il a dit et raconté qui est considéré par les Algériens comme une trahison, parce qu'il ne faut pas oublier ça quand même. Il a pris position sur un sujet extrêmement sensible, comme l'avait fait auparavant notre kéké national sur la question du Sahara occidental, qui était une colonie espagnole qui a été décolonisée par les Espagnols et depuis le Maroc l'a annexée, parce que c'est ça l'histoire, contrairement au droit international d'ailleurs. Bon, et donc Emmanuel Macron est venu dire c'est le Maroc qui a raison et Boualem a dit la même chose. Oui. Et puis bon, concernant le passé, le passif, parce que 132 ans de colonisation, ça a laissé des lourdes traces. Il a pris également des positions assez anti-algériennes. C'est pas pour ça qu'il faut l'envoyer c'est pas pour ça qu'il faut l'envoyer en prison, mais il faudrait peut-être un petit peu réfléchir sur la façon dont ça peut être perçu par l'Algérie. Mais d'une certaine façon, c'est pas le problème. Le problème, c'est une gesticulation. C'est un écran de fumée. Pendant ce temps-là, on annonce qu'on va renvoyer 1 milliard ou 2 à l'Ukraine. On est en train de transformer l'Union européenne en bloc militaire. On va voler l'argent des Français pour acheter des armes parce qu'on est incapable de les produire. On est en train d'essayer, et là je parle des dirigeants européens, de se sauver de leur situation politique en appelant à la guerre. On essaye, et Eric Dénessé l'a parfaitement démontré sur votre antenne hier, que tout ça est destiné à mettre en place une Europe fédérale contre l'avis des peuples, parce que ce sera contre l'avis des peuples. Et on vient s'agiter, chacun prend la pause autour de Boualem Sansal. Moi, je suis désolé, je vais blasphémer, je suis sûr que 80% des Français déjà n'y comprennent rien et surtout s'en fichent. Donc c'est véritablement, et je rejoins Alexandre, c'est du théâtre, c'est un simulacre, mais je pense qu'il y a un objectif politique derrière quand même, qui est celui de mettre en place un écran de fumée pour des choses beaucoup plus importantes. Alors, mais je voudrais quand même rester un tout petit peu sur lui avant de parler des choses plus importantes. D'abord, c'est intéressant que vous ayez rappelé le Sahara occidental. Comme vous l'avez dit, en tout cas, nous, de notre point de vue français, ça ne mérite pas, ça ne devrait pas mériter 10 ans de prison, évidemment. Et est-ce que finalement, c'est justement ces simulacres d'opposition, etc. en France, n'empirent pas la situation également de Boualem Sansal, et puis même les gesticulations de notre président également. C'est-à-dire que là, quelle serait la bonne réaction à avoir, c'est ça que je voulais savoir, diplomatiquement, si notre diplomatie marchait encore, pour pouvoir sortir cet écrivain franco-algérien de cette situation. À votre avis, Régis puis Alexandre? Si notre diplomatie marchait encore, mais ça c'était déjà il y a quelque temps, Emmanuel Macron n'aurait pas lancé cette provocation en reconnaissant l'annexion du Sahara occidental. Oui, non mais évidemment, parce que le pauvre Boualem Sansal est otage de cette manipulation politique de la part d'Emmanuel Macron, et peut-être que si la diplomatie marchait, c'est-à-dire que avait lancé des avertissements, avait dit attention, nous on sait ce qui se passe à Alger, parce qu'on a un ambassadeur là-bas, on a des consuls. Les renseignements, normalement, oui. Ils sont là pour ça, ils sont là pour savoir quelles vont être les réactions des Algériens. Comment Boualem Sansal est-il parti se jeter ainsi dans la gueule du loup? Personne ne lui a dit, surtout c'est pas le moment, n'y allez pas.
Donc oui, j'en viens à me demander si quelque part on l'a pas laissé partir en se disant bon, bah, comme ça on va avoir cette pomme de discorde avec les Algériens. Alors quant aux Algériens, faut pas non plus surestimer. Je l'ai dit, il a rien à faire en prison, même pour ses prises de position concernant le Sahara occidental. Mais clairement, avec un cynisme assez écœurant, le pouvoir algérien s'en sert. Naturellement, ils sont trop contents. Donc, parce que les rapports franco-algériens, de part et d'autre, sont gérés pour traiter des problèmes internes. Oui. Donc, voilà, et le pauvre Boualem milieu de tout Sansal ça. est otage de ça. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter, Alexandre Langlois, là-dessus? Mais il n'y a plus de corps diplomatique, hein, déjà. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a fait sauter le corps diplomatique pour placer des copains à la place. Donc, on voit l'efficacité de placer des copains plutôt que des gens qui ont été formés depuis des années à la diplomatie, qui n'était déjà pas exceptionnelle et en déclin. Mais alors là, voilà, c'est des courtisans. Donc, ils font passer les messages que Emmanuel Macron veut entendre. Et donc, la réalité à côté n'est pas le problème, c'est leur carrière le problème. Et ça peut arriver à ces soucis-là, effectivement, derrière. Donc, je pense que ne surestimons pas ce qui reste des gens qui sont dans les ambassades au niveau de leur efficacité et surtout au niveau des gens qui dirigent les ambassades pour les remontées d'informations. Alors, je vais partir sur une autre affaire très nationale, très, entre guillemets, fait divers. Mais bon, moi, je suis contente aussi d'avoir votre analyse, puisqu'en plus, on a un policier, un avocat, donc pour pouvoir comprendre entre les lignes ce qui se dit, c'est l'affaire du petit Émile, puisque il y a eu un renouveau dans cette affaire. Mardi matin, plusieurs proches de la famille du petit Émile, donc je rappelle, le petit garçon de 2 ans, qui avait disparu le 8 juillet 2023, ont été interpellés par la police et placés en garde à vue à Marseille pour homicide volontaire et recel de cadavres quand même. Ils sont sortis là dans la nuit. Il s'agit donc des grands-parents d'un oncle et d'une tante de l'enfant. Et on apprend dans Le Parisien qu'en effet, il y a des nouvelles informations liées à la recherche, évidemment, de la section de recherche de Marseille, des gendarmes, qui ont désormais la conviction, d'après Le Parisien, que l'enfant de 2 ans et demi a été tué. Alors, 2 informations nouvelles liées à des expertises entomologiques, comme on dit, donc... étude des stades de développement des insectes lors de la décomposition d'un cadavre. Donc ça, c'est la première étude autour du crâne de l'enfant. Eh bien, on a l'impression que y a eu les ossements ont été retrouvés dans un lieu qui aurait été protégé d'abord des éléments extérieurs, un lieu quasi stérile, disent-ils, et donc qu'il y aurait eu un déplacement pour une mise en scène, disent-ils, macabre de ces ossements. Et puis une deuxième expertise qui a été, elle, pratiquée sur le t-shirt d'Émile, qui a été retrouvée donc à une dizaine de mètres du crâne, eh bien, qui révèle que le vêtement ne portait étonnamment aucune trace de décomposition humaine, comme s'il avait été déposé là, mais qu'en fait, il n'était pas au contact de la dépouille d'Émile. Donc des soupçons peuvent avoir lieu sur les personnes qui l'avaient vu à ce moment-là, donc les grands-parents qui le gardaient, qui l'avaient en responsabilité, puis éventuellement les enfants de cette famille qui auraient pu le retrouver mort et auraient mis en scène cette mort, enfin c'est en tout cas la retrouvaille de ce cadavre. Alors là-dessus, Alexandre Langlois, Régis de Castelnau, Régis, surtout vous aviez dit que c'était une affaire qui vous intéressait. Je ne sais pas pourquoi, alors expliquez-nous. Ben, elle m'intéresse parce que, une fois de plus, l'opinion publique a une mémoire de poisson rouge, parce que quand je vois toutes ces réactions autour de cette affaire, la gourmandise avec laquelle les médias se sont jetés là-dessus, ah ça y est, on va savoir. Alors quand vous dites ils ont été mis en garde à vue pour meurtre et recel de cadavres, ça n'a aucun sens. Ce sont des qualifications juridique, judiciaire, oui. Et je crois savoir que les gardes à vue se passent dans des enquêtes, que personne n'a été mis en examen, qu'aucune de ces qualifications n'a été utilisée, et on ne met pas en garde à vue pour ces qualifications, on met en garde à vue parce qu'on mène une enquête. On mène une enquête dans la confidentialité qui est à peu près garantie. Mais donc, on voit les médias se jettent dessus avec gourmandise. Et puis ce matin, je me suis levé, puisque vous m'arrachez du lit tôt le jeudi matin, ma chère Clémence. Et là, j'ai regardé un petit peu les réseaux et toutes les chaînes. Oh, la déception, c'est affreux, c'est horrible. Ils ont été mis en liberté. Et, j'ai même vu sur CNews un
un journaliste qui était dans le village. Vous vous rendez compte, c'est lourd, c'est dur pour les habitants qui attendaient la vérité et tout. Mais on arrête un peu là. On arrête de recommencer les conneries de l'affaire Grégory, les conneries de l'affaire de la Minimis. Et je renvoie à la série qui se passe sur Netflix, très intéressante, où il y a une petite fille qui a été assassinée et les parents ont été accusés, comme dans l'affaire Grégory. Et j'invite aussi, parce que je l'ai vu, alors la veille de la garde à vue, sur YouTube, l'affaire Azaria Chamberlain à la, en Australie. Là aussi, il y a une petite fille qui a été, qui avait 9 semaines, qui a été tuée par un dingo. On a accusé la mère, elle a fait 4 ans de prison. Donc, et là, toutes les analyses, c'était du même genre de celles dont parle aujourd'hui le Parisien. Et comme par hasard, ça vaut pour Grégory, ça vaut pour l'affaire de la Minimis et ça vaut pour cette affaire australienne, c'est qu'on pointe sur une famille atypique. Parce que vous comprenez, le grand-père, il est catho-tradi, il a eu 10 enfants et ils ont fait l'école à la maison. Mais des nazis, Clémence, ils mangent les petits-enfants, c'est bien connu. Et ça y est, on est reparti pour les conneries. Je suis désolé, ça me choque. On devrait être de la plus grande prudence. C'est passionnant, les faits divers. Ça raconte une société. Mais là, il y a des enjeux extrêmement importants. Et là, la façon dont c'est parti, toutes les chaînes d'infos, c'était quasiment toute la journée qu'on avait des interventions alors qu'on ne sait rien. Fort heureusement, et je vais passer la parole à Alexandre, fort heureusement, les enquêteurs font leur boulot et semblent le faire bien, avec des moyens importants, la police scientifique, etc. Oui. J'ai vu aussi qu'il y avait une histoire de jardinière. On verra. En tout cas, ce que je constate, c'est que après 48 heures de garde à vue, tout le monde a été remis en liberté et personne n'a été mis en examen, présenté à un juge, etc. Donc, pour l'instant, l'enquête continue. J'espère qu'on saura la vérité. Ce sera peut-être la famille qui sera incriminée. Ça arrive, bien évidemment. Mais je voudrais qu'on se rappelle des 3 affaires que j'ai citées. Et donc, qu'on soit extrêmement prudent. J'aime pas ce genre d'atmosphère parce qu'on sait en général comment ça peut se terminer. Il se trouve que, privilège de l'âge, j'ai bien connu l'affaire Grégory. Le pays entier a perdu les pédales. Quand les écrivains me donnent en Libération, coupable, forcément coupable, on a mis cette malheureuse Christine Villemain en prison, on a poussé son mari à tuer celui qui était probablement l'auteur, etc. On a briser la vie de cette famille dans des proportions épouvantables, et ça, je suis tout à fait désolé, c'était la réaction de l'opinion publique à qui on a, réaction qu'on a complètement alimentée pour des tas de raisons. Ben, oui, alors justement, quelle serait la bonne réaction? Après, pareil, même question évidemment, Alexandre Langlois. Quelle serait la bonne réaction? J'imagine la discrétion. Et si c'est instrumentalisé, dans quel sens et dans quel ordre? Écoutez, c'est la dictature de l'émotion. Oui. Il faut faire de l'audience. Alors, on va faire tout un reportage sur, comme je l'ai vu ce matin, et on va faire parler des habitants du village pris dans la rue. Oh, c'est affreux, c'est horrible, on est victime. On est victime parce qu'on ne sait pas. Non, mais on arrête, on se tait. C'est une affaire judiciaire. Oui. C'est passionnant, je suis le premier. Je regarde, faites entrer l'accusé, absolument. Mais on se calme et la responsabilité dans ce domaine des médias, elle doit être de garder la mesure. Et de ne pas faire comme dans d'autres affaires, comme l'affaire Daval, où toute l'audience est quasiment passée sur le plateau de BFM. Oui. On se calme. Oui. On se calme. La justice, c'est quelque chose qui a ses règles, c'est quelque chose qui peut aboutir à des décisions qui sont pour ceux sur lesquels ça tombe d'une grande violence. On vous enferme, on peut bafouer votre innocence. Et les 3 affaires dont je parle, on a bafoué l'innocence des parents. Donc là, je trouve que ça en prend le chemin. Si j'ai cité ces 3 affaires, c'est que on a ce cas-là. On a
une famille un peu atypique, on a la mort d'un petit enfant qui provoque, c'est obligatoire de l'émotion, hein, surtout la petite photo, et une évidemment. accusation, et la pire des accusations. La pire des accusations, vous avez tué votre enfant ou votre petit enfant. Ah oui. Donc, je sais pas, peut-être que oui, peut-être qu'on va apprendre un secret de famille horrible, c'est possible, mais on se calme. Oui, oui, d'accord. Alexandre Langlois. Moi, j'aurais moins de choses à dire, c'est juste par rapport aux enquêteurs. Oui, moi, ça je m'intéresse leur souhaite votre point de vue par rapport plein aux de courage, enquêteurs. Oui. parce que quand ils sont sous le feu des projecteurs, derrière, ils ont la pression de toute leur hiérarchie jusqu'au ministère qui leur dit il nous faut des résultats, des résultats, des résultats. Mm. Et des fois, dans la précipitation, bah, c'est pas forcément là où on trouve les meilleurs résultats. Du coup, on aura des résultats, mais plus en adéquation dans ceux qu'on va entendre, surtout dans un pays où les gouvernants veulent des choses qui vont dans leur sens plutôt que la vérité. Ce qui les intéresse, c'est pas forcément la vérité, c'est des choses qui permettent d'alimenter leur propagande. On est un petit peu, j'allais dire, des fois, pour pousser à l'outrance et la caricature, mais ça existait en Chine. Il y avait un moment, tous les meurtres étaient sous le premier empereur, donc ça date d'il y a très longtemps, où en fait, l'objectif, quand il y avait quelqu'un qui était assassiné ou qui avait un crime ou un délit, c'était pas de trouver le coupable, c'était de dire on a trouvé un coupable. Donc, c'était pour dire, rassurez-vous les gens, on a quelqu'un qui porte la responsabilité d'eux. La réalité n'était pas derrière obligatoire. Oui. Et là, on est un peu sur la même chose. On est sur quelque chose qui est médiatisé au niveau français, national. Effectivement, comme l'a rappelé Régis et toi aussi, Clément, c'est un enfant, donc ça fait tout de suite réagir et dans des conditions horribles. Donc, il y a de l'émotion qui prend le pas. Et donc, dans un endroit où justement les enquêteurs auraient besoin d'un cadre très serein, pas d'emballement médiatique, pouvoir poser les questions tranquillement, parce que du coup, l'emballement médiatique aussi, oriente les réponses des témoins, des gens qui sont sur place, qui veulent se dire si je dis pas la bonne réponse, est-ce qu'on va pas penser que Donc du coup, il y a toute cette orientation qui fausse la recherche de la vérité. Donc en fait, si les médias voulaient vraiment faire le jeu, ils devraient dire voilà ce qui se passe, voilà on en est dans la quête, mais pas faire de l'emballement sur l'émotion et aller interroger les gens dans le village et alentour, parce que ça ne peut faire qu'une chose, fausser les pistes d'enquête, parce qu'évidemment, derrière, les gendarmes vont regarder ce qui se passe, vont dire il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas fait, qui vont aussi orienter leur enquête dans des directions. Donc, l'emballement médiatique basé sur l'émotion fausse les cadres d'enquête, d'autant plus qu'il y a une pression hiérarchique pour avoir des résultats, vu que c'est médiatisé. Donc, je leur souhaite plein de courage. Oui, mais ça, c'est certain. Merci Alexandre. Vraiment, là, je trouve que c'était l'intervention que j'espérais, que j'attendais, mais j'étais sûr de mon coup, mais c'est exactement ça. Donc ça rejoint ce que je dis. Tout ça s'insère dans un système réglé et il faut le respecter. Petite information, Clémence, tout à l'heure, j'ai parlé de l'affaire australienne avec l'enfant mangé par un dingo. C'est pas un fou, c'est un chien le dingo, hein, là-bas. Oui, tout à fait. Oui, c'est pas, c'est pas un dingue avec le petit. C'est pas un dingue. Tout à fait, vous faites bien de le préciser. Je voudrais quand même, toujours sur juste qu'on ait des précisions policières, justement, Alexandre Langlois, on va en profiter pour tous s'instruire un petit peu plus. On en parlait un petit peu, justement, de ce cas de garde à vue avec Régis, en expliquant que, une garde à vue, c'est normal dans le cadre d'une enquête. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être plus d'informations, justement, sur cette garde à vue qui a été, imposée aux grands-parents, à l'oncle et la tante? Ça, c'est assez habituel pour avoir plus d'informations, pour revenir. Comment ça se passe? Quelles sont les conditions? Comme ça, on est plus instruit. Et puis, deuxième chose, c'est ces analyses. Je trouve ça intéressant. Donc, cette analyse, je disais, entomologique. À quel point maintenant c'est utilisé, ces analyses scientifiques, ces expertises aussi sur le t-shirt, et à quel point aussi c'est précis. Si vous avez des informations là-dessus. Ouais. Alors sur la garde à vue spécifiquement, celle-là, j'ai pas d'informations, mais de façon générale, déjà, c'est les enquêteurs qui proposent au procureur de mettre quelqu'un en garde à vue. Et c'est le procureur qui décide, oui ou non, est-ce que pour les besoins de l'enquête, il y a besoin de priver de personnes de liberté. Même chose pour le renouvellement de la garde à vue, s'il y a besoin de poursuivre au-delà de 24 heures, qui a priori était le cas ici. Oui, c'est une procédure habituelle. C'est pas parce que quelqu'un est en garde à vue que c'est quelqu'un qui est coupable. C'est quelqu'un est en garde à vue parce qu'on estime qu'il y a besoin de protéger des preuves et des indices à l'extérieur, que si jamais, encore plus dans une affaire comme ça, très médiatisée, la personne qu'on soupçonne d'avoir fait quelque chose est au courant parce que les médias vont immédiatement le dire parce que pour faire de l'audience, on a besoin de retirer cette personne de la circulation pour pas qu'elle puisse cacher ou dissimuler des preuves. Donc jusque-là, c'est une méthode justement pour vérifier si la personne a des choses à cacher ou pas, si elle est plutôt innocente ou coupable, ou pour faire avancer l'enquête.
sans justement cet emballement médiatique. Peut-être que s'il n'y avait pas eu l'emballement médiatique, il n'y aurait pas eu de garde à vue d'ailleurs, c'est à noter. Si jamais l'enquête se faisait tranquillement dans un cadre où il n'y avait pas besoin, voilà. Donc c'est aussi l'emballement médiatique peut avoir des choses importantes sur le déroulement de l'enquête aussi, comment les méthodes sont utilisées. Et après, là, comme on a pu voir, donc les gens ont été relâchés, donc a priori, rien de probant de ce qui a été trouvé. En tout cas, pas suffisamment pour aller plus loin. Oui, Mais normalement, après, on attend d'ailleurs un point du procureur aujourd'hui. Mais donc, oui, le fait qu'ils étaient relâchés, a priori, ça veut dire qu'il n'y a pas. S'il y a eu quelque chose de vraiment un élément déterminant, là, on aurait eu une annonce immédiate derrière. Comment ça se passe? Attention, Clémence, je reprends la parole. C'est que d'abord, il y avait plusieurs personnes qui ont été mises en garde à vue. Les enquêteurs bossent, ils travaillent beaucoup. Il y a eu sûrement des écoutes, il y a tout un tas de choses, des rapports d'expertise qui sont rentrés. Et donc, ils avaient besoin de confronter les opinions respectives des uns et des autres, qui étaient séparées pendant la garde à vue. Ils ne pouvaient pas se concerter entre eux. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas eu de mise en examen ou de présentation au juge d'instruction, je pense qu'il y a une instruction, donc ça peut être le juge qui demande par commission rogatoire qu'on fasse ça. Toujours est-il que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres actes, qu'il n'y aura pas d'autres vérifications à partir des positions des uns et des autres, parce qu'il y a peut-être des doutes. Tiens, c'est pas exactement ce qu'a dit. Il y a des espaces, voyez-vous. C'est le boulot. C'est un travail. Vous savez, les policiers ne prennent pas ça mal, Alexandre, mais parce que c'est des gendarmes en plus, c'est très bien. C'est des gendarmes, oui, absolument. Ne sont pas, c'est pas du tout péjoratif. Au contraire, c'est des chiens truffiers. Ce sont des gens qui bossent, qui analysent, qui recoupent. Et c'est vrai que ces perturbations liées à la pression de l'opinion, liées à la pression de la hiérarchie, l'affaire de Grégory, de ce point de vue, a été une catastrophe à cause de ça. Avec un juge, en plus, un juge d'instruction qui était le pauvre. Bon, allez, paix à son âme. Mais donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien en l'état. Du tout, on ne sait pas. Donc, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont trouvé, les PV qui ont été établis, tout ça fait que, et comme personne n'est mis en examen, il n'y aura pas d'accès au dossier, ce qui est tout à fait normal, eh bien, on verra. Ça ne préjuge, à mon avis, la non-mise en examen, la non-présentation à un juge ne préjuge absolument pas de la suite de cette affaire. D'accord. Bon, comme ça, on en apprend plus. Oui, Alexandre, vous voulez réagir encore? Avec juste une chose, c'est qu'effectivement, il y a aussi 48 heures de garde à vue. C'est-à-dire que normalement, le garde à vue, c'est 24 heures, donc il y a une prolongation, ce qui veut dire que les enquêteurs ont eu besoin d'un temps supplémentaire de 24 heures et on ne peut pas aller au-delà. Donc peut-être qu'ils avaient d'autres vérifications à terrorisme faire. avant d'organiser. Voilà, mais on n'est pas dans ce cadre-là, donc du coup, dans ce cas, c'est 96 heures. Mais du coup, ce qui veut dire aussi que peut-être qu'il y avait des choses qu'ils n'ont pas eu le temps de vérifier ou pas. Donc voilà, donc pour le moment, on n'est pas plus avancé, à part que ça a permis de faire la une des journaux. D'accord. Bon, une autre affaire qui fait la une des journaux, et là j'ai vraiment aussi besoin de votre éclairage, surtout Régis, je pense, sur ce sujet, mais Alexandre, vous avez le droit de donner vos informations. C'est sur l'affaire Kadhafi, évidemment. Donc on attend aujourd'hui, en fin de journée, les peines requises contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire des soupçons de financement libyen. Après 10 semaines de procès qui ont commencé le 6 janvier dernier. Le parquet national financier parle d'un pacte de corruption inconcevable, inouï et indécent mis en place avec Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, Claude Guéant et Mouammar Kadhafi, le fameux homme d'État libyen, en 2007 pour notamment financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Donc le président est en cours de jugement pour corruption, recel et détournement de fonds publics, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs. Il encourt 10 ans de prison. 375 000 € d'amende. Régis, on a vraiment besoin de vous là pour comprendre cette affaire. Bon, alors, je lève les yeux au ciel. Non, mais le PNF. Alors, je vais pas être d'accord avec Alexandre. Je suppose on va avoir des désaccords, et je suis pas du tout d'accord avec ce que mon ami Didier Maisto a dit sur votre antenne hier. Petit préalable, Clémence, j'ai toujours été un adversaire résolu de Nicolas Sarkozy au plan politique. Je n'ai aucune espèce d'illusion sur sa probité.
C'est dit. Bon, je trouve que là, on est dans la pantalonnade. Quand j'entends le PNF qui vient donner des leçons, j'ai lu, ça mettait en cause la souveraineté de la France, ça a faussé l'élection présidentielle de 2007, parce que je rappelle que cette affaire, elle a 20 ans, pas loin de 20 ans. Bien, il a fallu 20 ans pour arriver à l'audience. Le PNF qui a liquidé la candidature de Fillon pour faire élire Macron, le roi de la protection de la souveraineté de notre pays. Non mais arrêtez, bande de guignols, les 15 magistrats du PNF qui depuis ont passé leur temps à protéger le gang qui entoure Emmanuel Macron. Alstom, on n'y va pas. Oui. McKinsey, sûrement pas. Le fonds Marianne et puis quoi encore? Donc, ils le protègent. Ils l'ont fait élire. Ils le protègent et maintenant, ils viennent nous dire c'est dégoûtant pour la démocratie, etc. Mais quel culot, mais taisez-vous. Mais alors, il se passe quoi pour de vrai? C'est quoi l'histoire? Ils font comme d'habitude semblant de se saisir d'une affaire pour ne pas la traiter ou... Voilà. Alors, il y a deux problèmes. Je commence à être bien formé. Il y a deux problèmes. Alors, je rappelle aussi, incidemment, que c'est grâce aux 50 millions de Kadhafi parce que c'est 50 millions pour financer la campagne. C'est grâce aux 50 millions de Kadhafi que Sarkozy a été élu en 2007. Chaque fois, je pose la question, mais c'était contre qui déjà? Tout le monde a oublié. C'était contre Ségolène Royal. N'importe qui aurait gagné contre Ségolène Royal. Bon, et puis je peux rappeler aussi, puisqu'on parle du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, moi j'avais quelques informations sur les go-fast de valises de billets pour Ségolène Royal. C'était ce que j'entendais, je n'accuse personne. Oh là non, sûrement pas. C'était la probité incarnée dans le camp d'en face qui arrivait du Luxembourg. Bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette histoire, c'est un acharnement contre Nicolas Sarkozy, une vendetta judiciaire. Mon livre en parle, explique ça, l'affaire des écoutes. J'insiste, je ne défends pas Nicolas Sarkozy, je ne défends pas sa probité, ça n'est pas mon problème. Ce que je constate, c'est l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Oui. Ce qui est un vrai sujet. Donc, mais là, c'est quoi l'objectif pour le PNF, alors, de le ressortir sur le PNF maintenant? Mais sur le PNF, c'est très clairement une diversion. Mais attendez, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, mais c'est plus rien, politiquement, c'est plus rien. Il n'a plus aucun... Alors on dit, Didier disait hier, il a encore de l'influence sur les LR, mais c'est pas sérieux. Mais ça n'est pas sérieux. Alors, qui sont les LR? On aimerait bien savoir. Oui, déjà. Et ensuite, je rappelle qu'on a Louis Sarkozy, puis maintenant la fille qui débarque, ça y est, la succession est assurée. Donc, Nicolas Sarkozy n'intéresse plus du tout. Mais le problème, c'est que en menant ce combat contre Nicolas Sarkozy, en poursuivant cette affaire avec des réquisitions grandiloquentes et mirobolantes, on permet de se donner non pas une bonne conscience, mais une certaine image en disant, vous avez vu, on lutte contre la corruption. Tu parles qu'il lutte contre la corruption. Enfin, voyons, je ne vais pas revenir sur les exemples que j'ai donnés, il y en a des dizaines d'autres. Il protège Emmanuel Macron. Ils l'ont fait élire, il le protège. Et le PNF a joué un rôle décisif et déterminant dans l'affaire Fillon. Alors, aujourd'hui, je pense que ce dossier sur le fond, est-ce qu'il y a eu de l'argent de Kadhafi qui est allé aux amis de Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'une partie a été utilisée par la campagne électorale? Je n'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est ce que m'avait confié Patrick Buisson dans une conversation amicale. Il était une pierre angulaire de cette campagne. Nous n'avions pas besoin d'argent. Il n'y a pas d'argent qui est arrivé par là. Alors, en revanche, de l'autre côté, Sarkozy, il a financé tout le monde. Je ne vais pas porter d'accusation qui serait prescrite, mais alors ça, je peux vous dire que je l'ai vu passer. Y compris des grandes centrales syndicales françaises, je le sais. Bon, donc, parce que c'est comme ça que ça marchait à l'époque. Toujours est-il que, est-ce qu'il y a dans ce dossier, dans la façon dont l'instruction a été conduite, sous la direction d'Edwy Plenel et de Mediapart, est-ce qu'il y a de quoi condamner
Nicolas Sarkozy pour avoir touché 50 millions d'euros de Kadhafi pour sa campagne électorale, je réponds non. Je réponds non. Il y a peut-être eu des choses, j'en sais rien. Il y a peut-être eu 50 millions, 100 millions, 200 millions, je n'en sais rien. Mais je dis, le dossier que je connais pas mal, le dossier judiciaire, ne permet pas de l'établir. Or, on parle de justice. C'est-à-dire que, au-delà du doute raisonnable, il faut qu'on puisse dire, oui, ça s'est bien passé comme ça. Alors, je suis très clair, je termine. Je suis très clair, hein, bien évidemment, Nicolas Sarkozy va être condamné. Comme Patrick Buisson, avant sa mort, en première instance, avait été condamné, on lui reprochait d'avoir eu des marchés publics de conseil de la part de l'Élysée. J'ai fait citer 4 professeurs de droit agrégés de l'Université française en exercice, à la barre, qui sont venus dire l'Élysée n'avait pas d'obligation juridique. C'était des spécialistes. Je le suis aussi, mais eux, c'était des universitaires. 4 sont venus dire qu'il n'y avait pas d'obligation juridique pour l'Élysée, ce que De Gaulle, ce que tous les présidents, et y compris Macron, ne font pas, d'ailleurs, n'utilisent pas, il n'y avait pas d'obligation juridique de passer par le Code des marchés. Eh bien, il a quand même été condamné. Patrick Buisson, donc Nicolas Sarkozy va être condamné. Pour moi, c'est une évidence. Les peines de prison ou bracelet électronique ou... Oh, ils vont finir par l'envoyer au trou quand même. Ils en rêvent. Ils en rêvent, ils le haïssent. Ils sont pas les seuls d'ailleurs. Hein. Donc voilà. Je trouve que c'est pas à l'honneur de notre pays ce règlement de compte. J'aimerais bien qu'on ait des parquets, parce que le PNF devrait être dissous, qu'on ait des parquets qui poursuivent effectivement les véritables infractions de corruption. Je rappelle qu'on a perdu 35 places au classement de Transparency International. La France est un pays éminemment corrompu et d'autant plus, ça s'aggrave tous les jours depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Coucou le PNF. Et si vous enquêtiez, mais vous le ferez jamais, vous vous êtes débrouillé pour pas le faire, mais là je ne vais pas rentrer dans le détail, je serai trop long, hein, sur la campagne électorale de François Hollande de 2012 avec les frères Arif, ce serait amusant. Hein. Et la campagne d'Emmanuel Macron. La campagne d'Emmanuel Macron, on a les gens de McKinsey qui sont venus dire on a été mis à disposition et tout, mais c'est le nez au milieu de la figure, bien évidemment qu'il y a eu de la corruption, bien évidemment qu'il y a eu du financement illégal de campagne. Il y a eu et ce sont les collaborateurs de McKinsey qui ont été mis gratuitement à disposition, ce qui est interdit, dont de personnes morales privées interdites, etc., qui l'ont reconnu, qui ont dit ça aurait dû être inscrit dans le compte de campagne, ça ne l'a pas été. Hein. Coucou le PNF, coucou. Non, ils bougeront pas, c'est pas sérieux. Allez, enfin voilà. Alexandre Langlois. En tout cas, on a bien fait le tour. Alexandre Langlois. Alors, du coup, moi, sur le fait que l'argent que Kadhafi et Sarkozy avaient des liens, déjà, pour commencer. Ils avaient des liens, c'est ce qu'on peut voir sur plusieurs choses. Première chose, si j'étais le PNF, ils n'ont pas enquêté là-dessus, j'ai regardé sur le premier déplacement de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, déplacement privé à Saint-Tropez, juste quelques jours après sa nomination en 2005. Oui. Il a rencontré dans une petite résidence privée quelqu'un qui était libyen, qui est en lien avec Kadhafi, qui était avec une fiche Interpol. Voilà, ministre de l'Intérieur à l'époque. Donc, du coup, ça, je vous le donne en exclusivité. Je serai le PNF, j'irai chercher un petit tour. Pourquoi cette personne a été rencontrée, pas arrêtée, et aller voir ce qui se passait avec ses liens. Voilà. Après, maintenant, eux, ils ont le pouvoir, en tant que juge, d'aller regarder les comptes rendus de police, les déplacements du ministre, et savoir pourquoi il était là-bas et d'interroger les bonnes personnes. Mais vous avez l'air de savoir, vous, alors pourquoi ? Parce que j'ai des gens qui étaient là-bas. Non, mais pas pourquoi vous savez, mais pourquoi, enfin, c'est quoi votre idée, qu'est-ce qui s'est passé ? L'idée, déjà, quand on rencontre quelqu'un qui est libyen, qui est fiché Interpol en tant que ministre de l'Intérieur, c'est son premier déplacement de ministre de l'Intérieur à titre privé. Je ne sais pas ce qui s'est dit dans cette pièce, mais je sais que la personne est repartie libre. Donc, normalement, quand quelqu'un est fiché Interpol, on l'interpelle, surtout en tant que ministre de l'Intérieur et premier flic de France. Et c'est la première chose qu'il a fait en tant que ministre de l'Intérieur comme déplacement. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Point suivant, les relations avec Kadhafi. Là, pour le coup, je l'ai vécu en direct. Et il a été reçu à l'Élysée. Il a fait le déplacement ministériel. Moi, j'ai été sur sa protection quand il était dans les Yvelines, chasse
chasse présidentielle, pardon, puis royale à Rambouillet. Vous avez assuré la protection de Kadhafi? Donc voilà, à ce moment-là, du coup, des personnalités publiques françaises où il y avait Kadhafi. Donc c'était intéressant. Et à l'époque, il était reçu avec le tapis rouge à l'Élysée. Il a pu mettre sa tente en dégradant tous les bois, etc. Parce qu'il a dit, il faut que je mette ma tente et c'est pas grave, je fais comme je veux. On l'a laissé faire. Oui, Donc je veux dire, à ce moment-là, il y a eu quand même beaucoup de choses. Il était reçu en grande pompe avec pas mal de choses intéressantes et beaucoup de proximité. Et d'ailleurs, c'est un des premiers chefs d'État que Nicolas Sarkozy a reçu aussi en 2007. Donc aussi intéressant. Donc, il y a plein de choses je ne sais pas si cet argent a servi pour la campagne. Donc, peut-être que le braquet d'incrimination et d'accusation n'est pas le bon, mais je sais qu'il y a des liens et je serai le parquet financier. J'irai remonter dans toutes ces petites choses parce que sinon, on restera sur quelque chose d'abracadabrantesque, comme le dit Régis. Mais je pense qu'il y a des choses à creuser beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus sérieuses pour la souveraineté du pays qui ne sont pas faites. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Mais comme quoi, par exemple? Alors, Attendez, juste Alexandre Langlois, parce que j'ai l'impression qu'il y a des sous-entendus que je ne perçois pas. Je suis pas sûr que tout le monde les perçoive. Les sous-entendus, c'est qu'il y a plusieurs choses. On rencontre les personnes en premier. Je repense par exemple, pour un point d'actualité pour que les gens comprennent, le Premier ministre canadien est venu voir Emmanuel Macron en premier dans ses déplacements. Genre, les premiers déplacements des chefs d'État ou ceux qui reçoivent en premier sont un signe de on veut bien s'entendre avec telle ou telle personne. Donc ça, c'est quelque chose de la diplomatie générale. Nicolas Sarkozy, Kadhafi. Reçu en grande pompe à Paris. Et l'autre chose, c'est que quand quelqu'un est fiché Interpol et qu'on est ministre de l'Intérieur et que c'est son premier déplacement qu'on fait dans un endroit un petit peu convivial à Saint-Tropez et qu'on n'interpelle pas la personne, moi, je serai de la justice, j'irai enquêter. Je n'en sais pas plus parce que je n'étais pas sur place. Je sais juste que ce rendez-vous a eu lieu, que la personne était fichée Interpol et qu'elle était libyenne, en lien avec le régime de Kadhafi, et que du coup, à partir de là, il serait intéressant d'aller creuser ce sujet, parce que moi, quand je suis face à quelqu'un qui est fiché, normalement, en tant qu'ancien policier, quand j'étais policier, on l'interpelle, on l'amène devant la justice, et encore plus un mandat d'arrêt international. Alors, Régis, je te laisse la parole. Régis, je sens qu'il y a de la réaction, oui. Non, mais Alexandre a raison. Alexandre a raison. Il y a eu, bon, effectivement, je ne connaissais pas cette anecdote particulière. Elle n'est pas sortie dans la presse. Pour le moment. Non, mais il y a le nombre de choses. Le nombre de choses qui ne sont pas sorties dans la presse. Moi, je pourrais raconter les années 90 aussi. Je pourrais raconter, bon, j'ai parlé des liens de Kadhafi avec les mouvements de libération nationaux, y compris dans les pays occidentaux. Hein, et sur les rapports, j'ai parlé de grandes centrale syndicale. Oui, il était effectivement parfois une tirelire particulière. Mais puisque Nicolas Sarkozy aurait dû ne pas recevoir cette personne fichée Interpol, je vais raconter une autre histoire. Il y a un juge d'instruction qui était en train d'instruire sur l'affaire du financement de la campagne, notre affaire, celle dont on parle. Il est allé, ce juge d'instruction, en Libye, il a rencontré un témoin important à qui il a proposé, lequel témoin important était impliqué dans des affaires pénales traitées en France. Et il lui a dit, voilà, on va vous nettoyer tout ça, mais vous allez témoigner et mettre en cause Nicolas Sarkozy. En droit français, ça s'appelle une subornation de témoin. Je n'invente rien. C'était dans plusieurs journaux, c'était dans le journal Le Point. C'est-à-dire que cette instruction s'est faite avec un juge d'instruction qui a décidé d'allumer. Non, mais qui a décidé une subornation de témoin pour pouvoir impliquer Nicolas Sarkozy. Mais Takieddine, tout le monde sait très bien au palais, comme on dit, vous savez, dans les couloirs du palais, tout le monde sait très bien que dans l'affaire Takieddine, dans les affaires pour lesquelles il était poursuivi, on lui a proposé un deal dans l'affaire Karachi et compagnie, parce que Takieddine, il passait son temps à négocier des financements, puis garder le pognon. C'est l'histoire. On lui a dit, voilà, on vous poursuit, on va être indulgents, lui ont dit les magistrats, paix à l'âme de celui qui a fait ça, paraît-il. Moi, je n'ai pas de preuve directe. Et on a dit à Takieddine, mais vous mettez en cause Sarkozy. Il a mis, dans son premier témoignage, en cause Nicolas Sarkozy. Vous vous rappelez que par la suite, il est revenu là-dessus. Parce qu'il a dérouillé. Au plan pénal, il a fini par s'enfuir et aller se réfugier dans son pays, donc d'où on ne peut pas l'extrader. Mais le deal passé entre les magistrats et Takieddine pour mettre Nicolas Sarkozy en cause, c'est quelque chose que tout le monde sait. Si vous voulez, il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans, il y a beaucoup de non-dits.
moi, et puis je vais conclure là-dessus parce que vous me sentez, je suis véhément parce que c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Ces dévoiements de la justice dans des manipulations directement politiques me dégoûtent, mais l'affaire actuelle, les réquisitions du PNF, la décision à intervenir qui, je pense, sera de condamnation, sont une opération de diversion. J'attends des autorités judiciaires françaises qu'elles s'occupent d'Emmanuel Macron et de son gang. Hein? Monsieur Colère, par exemple, on va voir, hein, ça serait rigolo. Hein, ce sera ses relations avec MSC qui est impliqué désormais dans le narcotrafic. Hein, parce qu'on en est là. Faut lire le rapport de Transparency International concernant la France. Ouais. C'est vertigineux. C'est vertigineux. Donc l'affaire d'il y a 20 ans, c'est pas le problème. Le problème, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Un micro-mot sur Pierre Palmade, qui peut passer sous bracelet électronique pour l'un et l'autre. Régis de Castelnau. Bon, non, vas-y, Alexandre. Vas-y. Bon, j'ai pas grand-chose à dire. La lutte contre le narcotrafic avance. Bravo, Bruno. Oui, c'est ça. Ouais, d'ailleurs, on non, mais je veux dire, bon, je veux pas la mort du pêcheur non plus. Bon, c'est une affaire épouvantable. La première victime, c'est cette famille. Les premières victimes, c'est cette famille qui a été brisée. C'est quelque chose de terrible. Lui, je veux dire, c'était une épave, ça doit toujours l'être, pas loin. Bon, voilà, c'était quelqu'un qui avait du talent, c'était quelqu'un qui avait des côtés extrêmement sympathiques, et puis qui est parti dans une dérive terrible. On l'a mis sous bracelet électronique. Il fallait qu'il y ait une réponse judiciaire. Elle a eu lieu, l'audience s'est déroulée. Je dis pas que c'est exemplaire, mais voilà. Bon, maintenant, je crois qu'il faut plus parler de Pierre Palmade. Faut le laisser avec. Je pense que ça doit pas être ça de tous les jours. Il faut le laisser avec ses remords. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Alexandre Langlois, Régis de Castelnau. Je rappelle votre livre, comme on l'a dit, qui est particulièrement d'actualité dans ce quotidien que nous vivons tous, Une justice politique, aux éditions L'Artilleur. Vous êtes également auteur du blog Vue du droit, Régis. Et puis vous lancez des nouvelles chaînes aussi. Il y a encore une nouvelle émission là, que vous avez proposée avec notamment votre ami avec qui vous n'êtes pas d'accord, Didier Maïsto, non ? Oui. J'ai voulu l'appeler hier pour l'engueuler parce que j'étais devant mon écran et j'écoutais son intervention sur une excellente chaîne que je vous recommande qui s'appelle Toxin. Et donc, et pour lui dire, tu dis n'importe quoi. Non, mais oui, on va se faire des petits entretiens avec Harold Bernat autour de l'idée, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change, quoi. Comment s'appelle la chaîne ? Vous l'avez en tête là ? C'est ma chaîne Vue du droit, sur laquelle j'ai fait beaucoup de réinformations militaires pendant les 3 ans qui viennent de s'écouler, parce que c'était face à la propagande et au déferlement. Donc voilà, je fais aussi pas mal de juridique, comment dire. Autour justement de ce dont on a parlé ce matin, je suis en train de préparer quelque chose sur le procès Fillon, sur l'affaire Fillon plutôt, sur le printemps 2017 pour revenir en détail, parce que j'avais sous-estimé quelque chose lorsque j'ai dénoncé ça dès le départ, c'est que c'était un élément important de l'ensemble du coup d'État. Et merci Clémence de m'avoir invité au moment où... Xavier Poussard. Parce que la lecture du livre m'a montré tout ce qui s'était passé en amont. Oui, on le voit très bien dans le début du livre, en effet. Oui. Voilà, exactement, la première partie du bouquin. Et je me dis, mais bon sang, oui, j'avais pas d'illusion, mais le judiciaire, le moment judiciaire, c'était la cerise sur le gâteau. Toute la mécanique avait été mise en place avant. Et ça, je pense que c'est intéressant de revenir en détail. Je suis en train de travailler là-dessus, de revenir en détail. J'espère qu'on pourra revenir en détail, nous, et sur Toxin. Merci beaucoup, Régis. Merci à vous, Alexandre Langlois. Essayez la démocratie au bal masqué de la Macronie. C'est votre livre aux éditions Talma. Merci beaucoup, Alexandre Langlois. Vous avez aimé cette émission ? Vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets ? Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.